L'analyse financière a pour objectif de porter un diagnostic sur la situation actuelle de l'entreprise afin d'essayer de prévoir l'avenir et en se fondant essentiellement sur des documents passés. En période d'euphorie, les gens oublient l'analyse financière. Ils oublient. Parce que c'est humain, tout va bien, ça monte, ça ne peut que monter, tout va bien. Ça vous fait peut-être sourire parce que nous ne sommes pas en période d'euphorie, mais en période d'euphorie, tout le monde l'oublie. Tout le monde est content, ça monte, c'est très bien. Ça baisse jamais, ou ça baisse très temporairement. Ça... Et on oublie de faire l'analyse financière. Et à ce moment-là, on prépare la prochaine crise. Ceux d'entre vous qui voudront faire de la finance approfondie me retrouveront dans un cours au mois d'avril et de mai. Et dans ce cours-là, on étudiera ensemble, on fera l'analyse financière d'Enron. Vous voyez ce que c'est qu'Enron ? Enron, c'est un groupe qui a fait une faillite aux États-Unis frauduleuse. Et quand on fait l'analyse financière d'Enron, on se rend compte que c'est une société qui est gérée par des escrocs. On s'en rend compte. Et que c'est une société qui va faire faillite. Ce n'est pas possible que ce soit différemment. Il y a des gens qui ont fait sérieusement leur boulot d'analyse financière et qui ont décidé en conséquence de ne pas prêter à Enron, de ne pas devenir actionnaire d'Enron. Personne n'était obligé de prêter à Enron. Personne n'était obligé de devenir actionnaire d'Enron. Puis il y a des gens qui n'ont pas fait leur boulot. Et donc ils sont devenus actionnaires d'Enron. Ils ont acheté à 68 $ des actions qu'ils ont pu revendre ensuite à 0 $. Il y a des gens qui ont prêté à Enron sans faire leur travail d'analyse financière. Ils ont prêté 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards. Ils ont tout perdu. Donc l'analyse financière est une technique, est un ensemble de techniques qu'on va voir ensemble, qui a pour objet, qui est utilisé, qui est mise en œuvre pour l'actionnaire, par l'actionnaire, avant de devenir actionnaire en se disant est-ce que c'est une bonne affaire ou pas, et par le prêteur, qui aura une préoccupation qui sera très différente, puisque le prêteur, il va se préoccuper de savoir, ayant prêté de l'argent, est-ce qu'on va lui rendre son argent. Et donc l'analyse financière est mise en œuvre essentiellement par les actionnaires et par les prêteurs, autrement dit par la communauté des investisseurs, avec deux objectifs différents. L'actionnaire se posera la question de savoir si l'entreprise va être un bon placement pour lui, et le prêteur, lui, va se poser la question de savoir est-ce que cette entreprise sera capable de me rembourser l'argent que je vais lui prêter. La grande difficulté pour les gens qui commencent à faire de l'analyse financière, qui débutent dans ce domaine, c'est que la plupart du temps, ils ne savent pas comment s'y prendre. Ils ne savent pas comment faire. Donc, comme je le sais, on va voir ensemble une méthodologie qui vous est exposée dans le polycopier, à la page 34, qu'on va voir ensemble aujourd'hui les fois suivantes. Dans l'analyse financière, on a une série de questions. On se pose des questions, à page 34, on se pose des questions et on va trouver des réponses. Il y a 2 préalables et 4 étapes principales. Les 2 préalables, je les mentionne rapidement parce qu'ils ne sont pas au programme de ce cours. Nous n'avons que 30 heures. Mais il faut bien que vous les ayez en tête. Parce que si vous deviez faire plus tard des analyses financières, vous ne pourriez pas ne pas le faire. Le premier préalable, c'est que la meilleure façon de faire une analyse financière, c'est pas nécessairement de se pencher sur des comptes, comme on va le faire. C'est de réfléchir à l'activité de l'entreprise. Par exemple, en allant visiter ses usines, si on le peut, en allant visiter ses magasins, en interrogeant des condisciples d'HEC qui travaillent dans l'entreprise, en interrogeant des clients. C'est de réfléchir à l'activité de l'entreprise, de voir sa position sur le marché, de voir ses concurrents, de voir son positionnement, etc. C'est de réfléchir à l'activité, à l'économique de l'entreprise.
si vous avez, à un moment donné dans votre activité professionnelle, des analyses financières à faire, je ne saurais trop vous engager à visiter des usines pour des sociétés industrielles. On apprend énormément de choses. Ne serait-ce qu'on voit. On voit si le personnel est un personnel âgé ou pas âgé. On voit si l'usine se trouve dans une zone résidentielle. Moi, il m'est arrivé aux États-Unis de visiter une usine où je voyais très bien que tout le personnel avait entre 55 ans et 60 ans et que l'usine était dans une zone qui était devenue une zone totalement résidentielle avec que des pavillons Goffman & Broad autour. Ça, c'est pas en lisant les comptes que vous en rendez compte. Et à la fin de l'usine, j'ai pris le directeur de l'usine à part et je lui ai dit, écoutez, vous fermez dans combien de temps? Il m'a dit, dans 2 ans. Voilà, quoi. Et donc c'est pour ça qu'on a arrêté d'embaucher des gens jaunes. Et qu'est-ce que vous allez faire? On va déplacer l'usine de 300 km. Parce qu'ici, tous les promoteurs immobiliers veulent le terrain et que le terrain vaut beaucoup plus pour y construire des pavillons que pour... Voilà. Donc ça, c'est le genre de choses que c'est du bon sens. Mais c'est le concret, le réel, c'est quelque chose de toujours plus intéressant quand vous pouvez le faire, si c'est votre profession, que de le... Bien. La deuxième étape, il y a des Italiens dans la salle? Non. La deuxième étape, c'est que, le deuxième préalable, comme vous allez le voir, on va étudier les documents comptables sur l'entreprise, son bilan, son tableau de flux de trésorerie, son compte de résultats. C'est-à-dire qu'on va essayer de retrouver l'économique de l'entreprise, à travers des chiffres. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est un code, c'est un langage. Et notre travail, ça va être de retrouver la réalité économique, humaine, industrielle, stratégique, financière, à travers une série de chiffres. Ces chiffres, ce sont les comptables qui les ont écrits. Et je posais la question de savoir s'il y avait un Italien dans la salle, parce qu'il y a un proverbe italien qui dit que traducteur, un comptable, il traduit en chiffres une réalité économique. Un traducteur en italien, c'est un traître, parce que les deux mots sont très proches en italien. Et donc, il faut toujours se poser la question, quels sont les principes comptables que l'entreprise a suivis? Et peut-être que vous avez une vue naïve des principes comptables, parce que pour ceux d'entre vous qui n'ont pas de culture financière très développée, en comptabilité, il y a toujours des choix possibles. On peut toujours traduire une opération d'une façon ou de deux façons. Beaucoup d'opérations peuvent être traduites de deux façons. Et souvent, les entreprises vont naturellement choisir la façon la plus... qui les met les mieux en valeur. Qui les met les mieux en valeur. Et en lisant un document qui est extrêmement aride et peu passionnant, qui s'appelle le rapport des auditeurs ou le rapport du commissaire aux comptes, là, vous allez apprendre, ah bah oui, là, sur ce point-là, on n'a pas suivi la pratique habituelle de marché, mais on a suivi une autre option. Et donc, vous allez vous dire, tiens, pourquoi ils ont fait différemment de ce que font les autres? Ou pourquoi, sur ce traitement-là, ils ont pris l'option A et pas l'option B? Et en général, on prend une option parce qu'on veut améliorer la situation. C'est rare qu'on veuille la détériorer. Donc, quand vous voyez dans les rapports des gens qui font ça, je vous disais tout à l'heure qu'en lisant le rapport annuel d'Enron, on voyait que c'était des escrocs. Non pas parce que c'était écrit, attention, le président est un escroc, ce n'était pas écrit dans le rapport annuel. Mais on vous écrivait un certain nombre d'opérations qu'ils avaient faites, de choix comptables qu'ils avaient mis en œuvre, qui montraient bien que c'était des escrocs, pour ceux qui savaient lire et se poser des questions simples, avec beaucoup de bon sens. Donc c'est important, même si ce n'est pas dans le périmètre de secours, que vous n'oubliez pas ça. On va travailler sur des chiffres. Les chiffres ne sont qu'une traduction de la réalité. Et il y a parfois des excellentes traductions, parfois il y a des traductions qui sont assez approximatives. Donc, ne l'oubliez pas. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet qui constitue les 4 étapes de l'analyse financière. La première étape de base, c'est ce que j'appelle la création de richesse. La création de richesse, elle part d'un constat simple. Si vous n'êtes pas capable de convaincre vos clients d'acheter vos produits à un prix supérieur au prix de revient, vous êtes foutu. Si vos produits coûtent 100 et que vous les vendez 95, que vous en vendiez 1, 100 ou 10 000, vous allez avoir des problèmes. Donc, dans une première étape, on va regarder ensemble la création de richesse. Parce que c'est le point de départ. Une entreprise ne peut pas durablement être en perte. Donc on va analyser les conditions. Là, je vous fais une présentation générale et on viendra étape par étape en détail.
créer des richesses, ça va nécessiter nécessairement des investissements. On ne crée pas des richesses in abstracto comme ça. Ça va nécessiter des investissements. Et en finance, les investissements prennent deux formes. Il y a une première forme que les comptables vont appeler des immobilisations, c'est-à-dire des usines, des machines, des terrains, c'est-à-dire des brevets, des marques. Là, je suis dans l'immatériel. J'étais dans le tangible au début. Maintenant, je suis dans l'immatériel, des brevets, des marques, du savoir-faire, des filiales qu'on aura créées, des prêts qu'on aura faits dans l'activité. Donc, ce que les comptables vont appeler des actifs immobilisés, ou des actifs non courants. Les deux termes étant se trouvant. En anglais, fixed asset. Et actifs non courants. Donc ça, c'est le premier type d'investissement qu'on trouve. Et puis un deuxième type d'investissement qu'on trouve, qui est le besoin en fonds de roulement, sur lequel on aura l'occasion d'y revenir en détail. Sur le besoin en fonds de roulement, qui est lié au fait que, en général, vous devez d'abord produire avant de vendre. Donc vous devez avoir des stocks. Que ce soit des stocks tangibles ou des stocks intangibles. Et puis vos clients ne vous payent pas tout de suite, en tout cas, vous ne payez pas au même moment que vous payez vos fournisseurs. Donc il va y avoir des décalages. C'est ce qu'on va appeler le besoin en fonds de roulement. Donc on ne peut pas créer de richesse sans faire des investissements. Donc il est logique qu'après avoir créé les richesses, on s'intéresse aux investissements. Les investissements vont nécessiter du financement. Il va falloir que je trouve des sous, du cash, du numéraire, pour financer les investissements que j'ai à faire. Donc ma troisième étape va être l'analyse du financement. Et ma quatrième étape, ça va être quelque part une espèce de bilan. On aura vu en première partie l'analyse des richesses, mais ces richesses nécessitent des investissements qui doivent être financés. Donc on va pouvoir mesurer l'efficacité globale de l'entreprise, combien j'ai investi, et ce combien j'ai investi, combien ça m'a rapporté, mes richesses. Et donc je vais pouvoir mettre l'un en rapport avec l'autre. Parce que si j'investis 100 et que ça me rapporte 2, c'est pas 2 durablement, c'est pas top. Hein. Enfin, on trouve mieux. Surtout si le financement que j'ai mis en place, ma troisième étape, me coûte du 5. Donc, on va mesurer l'efficacité de l'entreprise en s'intéressant à la rentabilité. Et c'est l'étape 4 qui vient en quatrième position, parce que pour pouvoir faire l'étape 4, il faut avoir fait les 3 étapes précédentes. Et à ce moment-là, uniquement à ce moment-là, vous pourrez conclure avec 2 conclusions possibles. Vous êtes actionnaire. Est-ce que vous pensez que cette affaire est un bon placement? Est une affaire qui va être capable de créer de la valeur? Et deuxième conclusion possible, c'est que vous êtes un prêteur. Et là, la démarche est la même, rassurez-vous, il n'y a pas 2 techniques, 2 façons de faire, mais il y a 2 conclusions possibles. Et je suis un prêteur. Moi, ce qui m'intéresse quand je suis prêteur, c'est de savoir si l'entreprise, si j'estime que, compte tenu de l'analyse que je viens de faire, elle sera capable de me rembourser. Parce que si je prête, c'est pour être remboursé. L'analyse financière n'est pas le commentaire de chacun des tableaux produits par les comptables. On ne commande pas d'un côté le bilan, puis le compte de résultat, puis le tableau de flux de trésorerie, par exemple. On se pose des questions, et pour répondre aux questions, on va alors aller chercher de l'information dans les documents produits par les comptables. On a une méthodologie que je viens brièvement de vous expliquer, qu'on va analyser plus en détail aujourd'hui et la fois suivante, peut-être même la fois d'après encore. Cette méthodologie nécessite qu'on se pose des questions et qu'on aille chercher les réponses. Et on va voir des outils, des techniques nous permettant de trouver les réponses. On est un petit peu, l'analyse financière, c'est un petit peu comme, vous voyez qui est Miss Marple, Hercule Poirot ou Jean-Christophe Adamsberg, un peu plus moderne, chez Fred Vargas. Bien. On est un détective. Et en tant que détective, on se pose des questions. Et on cherche ce qui est bizarre, ce qui est anormal, ce qui n'est pas logique. Parce que si c'est logique, c'est très bien, on passe au point suivant. Mais si c'est contradictoire avec ce qu'on a vu avant, ou c'est pas logique, c'est pas normal, c'est pas cohérent, il y a un problème. Et ce problème, il va falloir qu'on vérifie
Ça peut être nous qui nous sommes trompés, on a peut-être fait une erreur de calcul, ou on a mal compris un point, on revient en arrière, on se vérifie, mais si on est sûr de ce qu'on a fait avant et qu'on trouve quelque chose qui n'est pas cohérent, on va creuser, on va approfondir le sujet, parce qu'il y a peut-être un problème qui est en train d'apparaître. Et on est là pour trouver des problèmes. Des fois, il n'y a pas de problème. Très bien. Souvent, il n'y a pas de problème. Mais parfois, il y a des problèmes. Et le rôle de l'analyse financière, je vous ai expliqué, c'était de réduire l'incertitude du futur. Et donc, on est là pour les trouver, les problèmes. Et donc, on va être comme Miss Marple, Hercule Poirot ou Jean-Sébastien Damsberg. On va chercher les incohérences. On va chercher ce qui n'est pas logique. On va voir des exemples dans un instant. Ne vous inquiétez pas, ça vous paraîtra beaucoup plus concret. On n'est pas là pour faire des commentaires, des fois, c'est le piège de celui qui débute. Les frais de personnel sont passés de 100 à 110, donc ils ont monté de 10%. Ils ont monté de 10% parce qu'ils sont passés de 100 à 110. Et parce qu'ils sont passés de 100 à 110, ils ont monté de 10%. Ils ont monté de 10% parce qu'on est passé de 100 à 110. Je vais m'arrêter là, mais je pourrais continuer sur le même thème jusqu'à 11 heures. Non. On est là pour mettre en rapport les différents points qu'on va analyser. J'ai un plan en 4 parties, ce plan il est structuré pour vous aider, pour aider celui qui débute et même le praticien. Quand je fais des analyses financières, je suis mon plan. Il est là pour nous aider. Mais ce n'est pas parce qu'il y a 4 parties que c'est 4 parties indépendantes. L'analyse financière, c'est comme ce gobelet et l'entreprise que j'étudie. Je regarde ce gobelet sur plusieurs angles, et de tous les angles vont me donner une vue globale de mon gobelet. Chaque angle n'est pas indépendant de l'angle précédent. Et donc, même s'il y a 4 parties, ce ne sont pas 4 parties indépendantes les unes des autres. Ce sont des parties où je vais m'assurer qu'il y a une cohérence.